Sandra, est-ce que vous avez commencé à me parler un petit peu? Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur la situation en Belgique? En France, nous avons eu la loi Pacte dont j'ai un peu parlé au tout début. Est-ce qu'il y a un équivalent belge? Je crois qu'il y a un nouveau code des sociétés. Oui, et on dit souvent, et voilà, mon mari est français, donc voilà, je le dis avec beaucoup de bienveillance. Quand il pleut à Paris, hein, il pleuviote à Bruxelles. Donc, on a effectivement un nouveau code des sociétés des associations qui est entré en vigueur l'année passée et qui s'est inspiré, et puis c'est pas uniquement inspiré de la législation française, mais il a quand même aussi introduit dans le nouveau code une disposition qui permet de définir pour la société, donc comme je vous disais déjà, l'association, la différence, la distinction principale reste que l'association a un but réel, mais on peut définir maintenant dans le cadre du nouveau code pour la société commerciale aussi un autre but que générer du profit pour ses actionnaires. Donc, en fait, pour vous dire textuellement, la loi dit que la société, elle a plusieurs activités, etc. Et un de ses buts est de distribuer ou de procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. Donc, le but patrimonial reste obligatoire pour la société commerciale, mais on peut rajouter un autre but qui sera évidemment défini par les actionnaires. Parce que ça, c'est une question importante. Hein. Il appartient à qui de définir cet autre but? Il appartient bien évidemment aux actionnaires de définir ce but complémentaire et de le décrire, et évidemment avec les majorités qui sont requises pour modifier les statuts de la société. Donc, il y a quand même une certaine inspiration de la loi Pacte, et donc on a créé aussi une sorte d'entreprise à mission, même si on va légalement combiner cette mission avec un but qui est un but de profit pur. Merci beaucoup, Sandra. On va essayer de passer à un exemple pratique avec Orange. Sébastien, pourriez-vous détailler en quelques points la réflexion qui a eu lieu chez Orange et je crois la déception, on en avait déjà un peu parlé ensemble, engendrée par le caractère assez cloisonné de l'exercice de co-construction dont s'est vanté Orange médiatiquement? Bon, tout d'abord, je parle au nom de l'organisation syndicale que je représente, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est naturellement une des parties prenantes du dialogue et je partage complètement l'avis de Sandra, qui m'appelle Sébastien, donc je l'appelle Sandra, et de dire qu'une entreprise, en fait, n'existe que par le maintien d'un équilibre entre, d'un côté, bien sûr, les actionnaires, mais aussi les personnels et, enfin, n'oublions pas, les clients. Sans cet équilibre-là, l'entreprise n'a pas de pérennité. Quand on se fixe l'exercice, de la question de la raison d'être chez un opérateur, et en particulier chez un opérateur comme Orange, on est confronté à une question très complexe. Parce qu'il s'agit en fait de regarder en fait d'abord ce qu'est un groupe international, et on s'aperçoit qu'un groupe international présent dans un certain nombre de pays, et c'est tout à fait amusant puisqu'en fait Orange est aussi présent en Belgique, et vous allez d'autant plus comprendre mon propos. Les groupes qui sont internationaux n'ont pas les mêmes positions dans tous les pays. Donc, la raison d'être, le dénominateur commun qui va légitimer l'action, la mission de l'entreprise est forcément le plus petit dénominateur commun. Donc déjà, premier problème, l'opérateur historique, dans sa raison d'être, mission de service public, intérêt national, se trouve mis en cause dans sa propre existence, puisque soumis à un processus de privatisation de surcroît qui l'amène à être à la fois en situation de concurrence, à perdre sa mission de service public et donc à rémunérer ses actionnaires. Mais là où la situation s'aggrave, c'est que ces groupes, en tous les cas, ces opérateurs historiques, alors c'est la même chose pour Deutsche Telekom, c'est la même chose pour
Telefonica, se trouvent dans une situation où ils font l'acquisition ou se développent à l'international. Et comment ils se développent à l'international? En faisant l'acquisition de fréquences hertziennes, de licences, d'opérateurs, le cas échéant d'opérateurs fixes, ils déploient eux-mêmes et leur préoccupation n'est absolument pas du tout de conserver la mission d'intérêt général, de conserver la mission de service public, de faire en sorte que toute la population ait un accès téléphonique, mais de faire en sorte que nous soyons dans une sorte de maximisation du profit et donc avec des investissements prioritaires pour rentabiliser au mieux les investissements. Et c'est là où, en fait, on a une forme de schizophrénie, c'est-à-dire que, et le groupe Orange est dans cette situation-là, c'est dans un ensemble de pays, nous sommes l'opérateur historique, la France, la Pologne, la Roumanie, parce qu'on a fait l'acquisition de ces opérateurs historiques, avec cette mission, cette histoire très particulière. Et dans d'autres pays, l'Espagne, la Belgique, où notre préoccupation est de dézinguer, en quelque sorte, l'opérateur historique et de faire en sorte que celui-ci soit soumis à des règles de concurrence extrêmement fortes. On dit au bénéfice du consommateur, oui, mais à contrario, les préoccupations de couverture de la totalité du territoire ne sont plus forcément au rendez-vous. La formule exacte d'Orange, c'est donner, de la raison d'être d'Orange, c'est donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Toujours est-il que ma question portait beaucoup sur la forme, en tout cas, sur la forme de l'exercice. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que vous avez beaucoup parlé du fond. Oui, la forme de l'exercice. C'est fascinant. Le fond est indispensable pour comprendre la forme. Bien sûr. À partir du moment où on comprend cette espèce de logique schizophrénique qui fait que dans un pays, la raison d'être, l'essence, ce qui va rapprocher les parties prenantes n'est pas la même d'un pays à l'autre. La difficulté, c'est comment fait-on tenir en cohérence l'ensemble des acteurs dans l'ensemble des pays. Bon. Je ne parlerai pas de la problématique pan-européenne qui fait que nous n'avons pas de marché pan-européen des télécoms et donc que nous sommes en très grande situation de faiblesse et que nous n'avons pas d'ambition pour l'Europe dans le domaine des télécoms. À la fin, quand on ramène tout ça dans l'objectif global et final, on a quelque chose de finalement très édulcoré, alors qu'en réalité, dans certains pays, l'ambition est beaucoup plus forte, l'ambition est beaucoup plus noble, et dans d'autres pays, eh ben, effectivement, on est dans une situation qui est de pure profitabilité et absolument pas avec une ambition aussi importante que de favoriser le développement collectif d'un pays.